signature d'un accord cadre pour le renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires et l'implantation d'une usine de transformation de produits agricoles locaux en compléments alimentaires. La malnutrition, en plus d'être la cause sous-jacente de plus de 45% des décès d'enfants de moins de 5 ans, est, dans sa forme chronique, un obstacle au développement et à la valorisation des ressources humaines. Grâce aux interventions de l'État, la prévalence de la malnutrition aiguë au Bénin s'est améliorée pour s'établir, suivant la dernière enquête démographique et de santé EDS, à 5% en 2018, tandis que celle de la malnutrition chronique, suivant la même trajectoire positive, est descendue à 32,2% en 2018. Malgré ces progrès, l'action de l'État doit s'intensifier pour combler rapidement les écarts. En conséquence, le gouvernement a donné plus d'envergure au Programme national d'alimentation scolaire intégrée qui permet aujourd'hui à plus d'1 million d'enfants des écoles primaires publiques d'être alimentés par jour, puis créer l'Agence nationale pour l'alimentation et la nutrition. Si le modèle des cantines scolaires s'appuie sur l'utilisation des produits locaux pour diversifier et enrichir l'alimentation, la disponibilité des aliments est, cependant, tributaire des saisons. Pour maintenir la qualité des prestations et les améliorer en dépit de cette contrainte, il est nécessaire de trouver des solutions alternatives sous forme de compléments alimentaires fabriqués à partir de produits locaux en vue de garantir la richesse et la qualité des repas servis aux écoliers, quelle que soit la saison. Par ailleurs, la prise en charge des cas de malnutrition dans nos formations sanitaires se fait par des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi que fournit un groupe spécialisé à l'UNICEF. Aussi, au regard des quantités utilisées, le gouvernement a-t-il jugé pertinent de développer une capacité de production sur place au Bénin, non seulement pour faciliter la disponibilité permanente de ces produits, mais aussi pour renforcer le tissu économique local. À cet effet, le Conseil a autorisé la signature d'un accord cadre avec le groupe spécialisé, ce qui permettra d'engager les discussions spécifiques autour de 3 domaines d'intervention retenus que sont le renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires, l'apport de compléments alimentaires pour améliorer l'état nutritionnel dans la fenêtre d'opportunité des 1000 premiers jours, l'installation au Bénin d'une usine de transformation de produits agricoles locaux pour la préparation de compléments alimentaires. En point 3, contractualisation pour l'obtention d'un agrément d'établissement financier de cautionnement au profit du Fonds national de développement agricole FNDA. Nonobstant l'apport qualitatif du FNDA au profit du monde agricole, ces résultats pourraient être améliorés substantiellement si la garantie qu'elle propose était éligible dans le cadre du dispositif prudentiel en vigueur au sein de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Étant donné que ce n'est pas le cas, cette situation influence négativement son acceptation par les institutions financières partenaires. C'est pour améliorer la qualité de cette garantie et élargir sa gamme de facilités d'accès aux financements agricoles que le gouvernement a autorisé le fonds à recourir à l'agrément de l'autorité de régulation bancaire de l'UMOA. Le Conseil a donc marqué son accord pour le recrutement d'une expertise internationale pour accompagner le FNDA dans le processus d'obtention du dit agrément d'établissement financier de cautionnement. En termes de raisons proches, il faut retenir la réforme qui a consacré la mise en place du MCVT, la création du MCVT, entendu ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Cette réforme-là a permis de mettre ensemble, in fine, 2 anciens ministères, le MCVDD et le MIT. Et donc, des propos formels du ministre, il nous a demandé d'éviter de parler de la fusion.
il a été très clair. Il a dit qu'il ne s'agit pas d'une fusion entre le MCVDD et le MIT, mais il s'agit d'une réforme ayant conduit à la création du MCVT. Parce qu'il y a eu des propos du genre MCVDDA, phagocyté, mythe, chacun y allait de son imagination. Le ministre a tenu un discours clair en nous disant qu'il y a eu une réforme, il n'y a pas eu de fusion, il n'y a pas eu de phagocytation, il y a eu réforme portant création du MCVT. Et donc quand vous regardez l'ex-MCVDD, était un ministère d'une très grande envergure. L'ex-MIT également était un ministère d'une très grande envergure au plan national. In fine, les attributions de ces deux ministères se retrouvent au niveau du MCVT. Il s'agit donc d'une très grosse structure, d'un très grand ministère, l'un des plus grands au plan national, si ce n'est le plus grand. D'accord, et donc ayant en charge donc la gestion, la coordination des systèmes d'information d'un tel ministère, il faut quand même se doter d'outils importants pour pouvoir manager donc ce très grand navire. Si on ne sait pas s'y prendre, ça va aller dans tous les sens, ce qui ne serait pas bien. Et donc, de façon très proche, cela fait partie des raisons qui nous ont motivés à dire attention, nous sommes désormais dans un environnement qui est très grand, très vaste, des attributions très diversifiées, des structures autonomes de très grande envergure, etc., mais avec une nécessité d'une bonne coordination. Donc voilà l'une des raisons. Mais l'autre raison est que, également, nous avons souvent le grand défi des ressources nécessaires à la gestion des systèmes d'information. Ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles. Cela nous fait souvent défaut et dans l'organisation des ministères, nous ne sommes pas dans une position, je dirais, favorite dans l'allocation des ressources. Nous sommes deux directions centrales, les DSI et les DPAF, et vous connaissez le rôle que jouent les DPAF. Et donc, face à ce rôle-là et de nos besoins de plus en plus croissants, si nous ne sommes pas bien organisés pour essayer donc de nous faire entendre, nous n'aurons nos bouches que pour crier. Et puis, en définitive, nous n'aurons pas de résultats. Si nous n'avons pas de résultats, on peut l'imputer à un problème de compétence, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, la nécessité d'organisation s'impose à nous, voyez-vous. Donc, de façon très proche, je dirais, voilà, donc, entre autres raisons qui nous ont motivés à mettre en place ce cadre qui nous permettra donc de renforcer notre synergie et donc de pouvoir peser de tout notre poids pour que, au sein du ministère, nous puissions avoir une voix très audible. Il m'a été demandé de prendre part à cette présentation officielle des activités du programme Église verte. Ce programme s'est bien inspiré en ses objectifs et stratégies des enseignements de l'encyclique Laudato Si. Les objectifs de cette encyclique sont complémentaires et visent à donner des éléments de la motivation et une méthodologie afin de répondre à la clameur de la terre en danger comme à celle des pauvres, aux défis économiques. Afin d'obtenir des modes de vie durables en puisant dans l'éducation, la culture et la spiritualité, afin d'aider à la résilience et l'autonomisation des communautés. Le programme Église verte de l'archidiocèse de Cotonou, dont la vision, les grandes articulations et les initiatives majeures, au-delà de sa cohérence avec les engagements de la communauté internationale exprimés à travers les objectifs
de développement durable et le deuxième programme d'action du gouvernement du Bénin, le PAG2, il est un véritable appel à la communauté internationale, à l'action et non à la réaction, car ce qui est sûr aujourd'hui, c'est l'incertitude. L'Église catholique est consciente et convaincue que tous les citoyens n'agissent pas aujourd'hui. Si tous les citoyens n'agissent pas aujourd'hui en assumant leurs responsabilités, il n'y aura plus de temps de la réaction. Demain serait trop tard et malheureusement fatal. La délégation béninoise à cette rencontre internationale n'a pas manqué de montrer, avant et après l'événement, la volonté de l'État béninois de protéger les hommes et les femmes de ce beau pays contre les menaces de la dégradation des conditions climatiques sur la vie de cette nation. Le Saint-Père, dans ce même document, exhorte toute personne de bonne volonté à s'engager dans la dynamique de la sauvegarde de la création, car, je cite, l'effort des ménages pour polluer moins, réduire les déchets, consommer avec retenue, crée une nouvelle culture. Nous sommes fiers de soutenir cette belle initiative parce qu'il est parfaitement en convergence avec le pilier 3 et la stratégique 7 du programme d'action du gouvernement de 2021-2026 en vue d'une conversion écologique effective de la population et la construction de villes durables, résilientes, sûres et inclusives. Vous savez que là, j'ai cité l'ODD numéro 11. Ce programme de l'archidiocèse de Cotonou concourt effectivement à la poursuite de la transformation structurelle de l'économie et l'accroissement durable du bien-être social des populations à travers le renforcement de la préservation de l'environnement et la résilience au changement climatique, ainsi que la promotion du développement local avec des communes qui doivent être des territoires de développement partagés et durables. Avec vous, donc, Monseigneur l'archevêque, nous poursuivrons la dynamique d'investir dans la promotion de l'éco-citoyenneté, l'assainissement du cadre de vie, la mobilité urbaine, le renforcement de la résilience des communautés vulnérables. Le gouvernement souhaiterait que tous les membres, que tous les corps diplomatiques et consulaires et que les institutions internationales soutiennent cette initiative Église verte à travers différents appuis qui peuvent être des appuis techniques et financiers. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été accueilli en fanfare mercredi au Nike Center for Art and Culture de Lagos, au Nigeria, dans le cadre de sa tournée africaine visant à renforcer les relations bilatérales. La fondatrice du lieu, Nike Okundaye, a guidé le secrétaire d'État américain à travers des œuvres représentatives de l'artisanat nigérian. La galerie dispose d'un atelier où les étudiants peuvent venir de tout le pays pour apprendre à travailler des textiles typiques de la région. Avant le Nigeria, Blinken avait visité le Cap-Vert puis la Côte d'Ivoire, où il a présenté l'Amérique comme étant le principal allié économique et sécuritaire du continent africain dans un contexte de crise régionale et internationale. Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis continueraient à soutenir le Nigeria et d'autres partenaires régionaux dans leurs efforts visant à stabiliser le Sahel. Blinken a proposé une assistance américaine élargie en matière de sécurité. Mais il a déclaré qu'il fallait une approche globale, près d'un an après que l'armée ait renversé le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, et alors que l'influence de la Russie et de la Chine progresse dans la région. On
En visite à Moscou mercredi, le président de la transition tchadienne a présenté ses condoléances à Vladimir Poutine après le crash d'un avion militaire russe dans la région de Belgorod. Les 74 personnes à bord de l'appareil ont péri dans ce drame. J'ai appris tout à l'heure que il y a eu un crash d'avion et vous avez perdu 2 hommes. Je voudrais au nom du peuple tchadien et à mon nom propre vous présenter mes sincères condoléances pour ces morts et pour tous les morts de soldats. Nous avons suivi de près la situation qui se développe dans votre pays. Vous savez que nous avons suivi avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passait en termes de lutte contre les attaques terroristes et ce qui est arrivé à votre père. Nous sommes en deuil. Je tiens à exprimer à nouveau mes condoléances. Cependant, nous sommes heureux qu'il ait été possible d'organiser un référendum sur la Constitution. Je suis convaincu que les élections se dérouleront à un niveau élevé dans un avenir proche. Nous sommes heureux que vous ayez réussi à stabiliser la situation dans le pays. Le retour à l'ordre constitutionnel est attendu au Tchad après une transition de 18 mois. Après être passé aux aveux devant une commission chargée d'enquêter sur l'affaire de l'incendie meurtrier de Marshalltown, un homme de 29 ans a été arrêté mardi à Johannesburg. Il a avoué être impliqué dans le départ du tragique incendie qui avait fait 77 morts fin août dernier dans le centre-ville, aujourd'hui délaissé de Johannesburg. Le suspect est poursuivi pour 76 chefs d'homicide volontaire et 120 tentatives, selon le communiqué de la police. L'homme a expliqué aux enquêteurs qu'il tentait de se débarrasser du corps d'un homme qu'il avait étranglé dans l'immeuble sur ordre d'un trafiquant de drogue. L'immeuble abritait quelques 200 familles. La panique s'était emparée des occupants pris au piège et de nombreux corps avaient été retrouvés derrière des grilles verrouillées. Une 60aine de blessés avaient été dirigés vers plusieurs hôpitaux de la région. Avant cet incendie meurtrier, en 2019, la police avait perquisitionné ce bâtiment et arrêté 140 ressortissants étrangers. Pour la première fois dans l'histoire, des scientifiques ont implanté avec succès un embryon chez une femelle de rhinocéros blanc du Sud grâce à une fécondation in vitro. Cette avancée majeure ouvre la porte à la préservation des rhinocéros blancs du Nord au bord de l'extinction avec seulement 2 femelles en captivité. Nous avons maintenant la preuve qu'un embryon qui est congelé, décongelé, puis produit dans une éprouvette peut donner naissance à une nouvelle vie. Et c'est ce que nous souhaitons pour l'espèce du Nord. Comme l'expliquent les chercheurs de Biorescu, la prochaine étape de ce programme soutenu par le gouvernement allemand va consister à tenter l'exploit avec un embryon de rhinocéros blanc du Nord dans une mère porteuse de l'espèce étroitement apparentée du Sud. Nous évaluons la santé productive de chaque individu afin d'avoir une meilleure idée du résultat de notre intervention. C'est un programme très complexe et nous sommes très heureux d'avoir atteint cette étape. Auparavant, il s'agissait de collecter des ovocytes chez le rhinocéros. Et ce n'est pas une procédure facile, car ce sont des individus de 2 tonnes. Ensuite, la prochaine étape que nous avons atteint était de produire, à partir de ces ovocytes en éprouvette, les premiers embryons. Et maintenant, nous pouvons montrer que même ces embryons, lorsqu'ils sont congelés et conservés dans de l'azote liquide pendant plusieurs années, peuvent être décongelés et donner naissance à une nouvelle vie. Après la disparition du dernier rhinocéros blanc du Nord en 2018 et la stérilité des 2 femelles restantes, sauver l'espèce repose sur l'intervention cruciale de leurs cousins du Sud. Thomas Hildebrand explique néanmoins que bien que portés à terme par des rhinocéros du Sud, les petits seront purement du Nord.
Le petit rhinocéros sera élevé et allaité par ceux du sud, mais il passera la majeure partie de son temps dans notre parc avec les rhinocéros blancs du Nord pour apprendre à être comme eux, car c'est un élément très très important pour survivre dans le paysage d'Afrique centrale. Car un rhinocéros blanc du Sud vit dans la savane et c'est un habitat complètement différent de celui des rhinocéros du Nord. Selon ce scientifique, cette avancée technologique pourrait être étendue à d'autres rhinocéros menacés, notamment celui de Sumatra en Asie du Sud-Est. La plus haute juridiction des Nations Unies rendra une décision vendredi sur des mesures urgentes réclamées par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël de commettre le génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza. La Cour internationale de justice pourrait potentiellement ordonner à Israël d'arrêter sa campagne militaire, déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre. Les attaques d'Israël ont poussé près de 85% des 2,3 millions d'habitants de Gaza à quitter leur domicile. Une grande partie du nord de la bande de Gaza, y compris la ville de Gaza, est en ruine. L'Afrique du Sud peut poursuivre Israël devant la CIG car les deux pays ont signé la Convention sur le génocide. Les avocats de l'Afrique du Sud ont affirmé que la campagne de bombardement d'Israël visait à la destruction de la vie des Palestiniens et avait poussé le peuple au bord de la famine. Israël boycotte souvent les tribunaux internationaux et les enquêtes des Nations Unies, les jugeant injustes. La décision de la Cour internationale de justice sera suivie de près dans le monde entier. Certains pays ont déjà choisi de soutenir l'une des deux parties. Les États-Unis ont rejeté la requête de l'Afrique du Sud et l'Allemagne a déclaré qu'elle interviendrait en tant que tierce partie aux côtés d'Israël lorsque la juridiction examinera l'affaire du génocide sur le fond. Si la décision attendue vendredi ne portera pas sur les accusations de génocide, elle pourrait servir de prétexte à des sanctions au cas où elle ne serait pas favorable à Israël. Le port d'Eilat en Israël tourne au ralenti en raison des attaques des navires en mer Rouge par les rebelles Houthis en soutien au Hamas dans sa guerre contre l'armée israélienne. Or, le port d'Eilat est le seul débouché du sud d'Israël sur la mer Rouge. L'infrastructure dit déjà avoir perdu 3 milliards de dollars en raison de l'instabilité sur cette voie. Nous ne recevons plus de la marchandise en provenance de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud et de l'Inde qui arrive à Eilat par le détroit de Bab el-Mandeb. Les navires craignent de passer par cette voie. Nous ne recevons donc plus de navires depuis le 1er décembre. Selon le patron de l'infrastructure, les opérations du port peuvent à peine être maintenues jusqu'en février. Il envisage même de supprimer des emplois et de fermer une partie de ses activités si la tendance n'est pas inversée. Accusé par Israël d'empêcher l'acheminement de l'aide à Gaza, le président égyptien s'est défendu. Mardi, il a accusé l'État hébreu d'utiliser l'aide humanitaire comme un moyen de pression pour obtenir la libération des otages israéliens retenus à Gaza depuis l'éclatement du conflit le 7 décembre dernier. Selon les ONG sur place, Israël n'a autorisé que le passage de 3 camions de livraison de nourriture sur les 21 prévus dans le nord de Gaza entre le 1er et le 10 janvier dernier. Le terminal égyptien de Rafah est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours par mois. Ce sont les entraves menées par la partie israélienne dans la fourniture de l'aide humanitaire qui expliquent cette situation actuelle. Et c'est leur façon à eux de faire pression sur la bande de Gaza et son peuple depuis le conflit pour obtenir la libération des otages. Ils utilisent cela comme un moyen de faire pression sur les gens là-bas. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a également déploré l'impact économique majeur que subit son pays depuis les attaques à répéter des Houthis du Yémen sur les navires en mer Rouge. Des attaques menées en représailles à l'offensive israélienne sur la bande de Gaza.